Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Au fait, comment dois-je vous appeler, Monsieur le ministre ou Monsieur le Président? Puisqu'il ne faut pas l'oublier, vous avez été ministre des Outre-mer pendant un certain temps, mais on vous connaît surtout comme bretteur exceptionnel à l'Assemblée nationale. Vous étiez en permanence dans les commissions, vous étiez présent également dans l'hémicycle au sein de l'Assemblée nationale. On vous craignait. Et puis, d'autant que vous utilisiez toutes les arcanes du règlement de l'Assemblée. Alors, pourquoi ce changement de cap? Pourquoi être passé du politique, du bretteur que vous étiez, au tranquille président de l'économie des Outre-mer? Tranquille président, je ne sais pas, parce que le défi est de taille et les enjeux sont importants. Vous avez posé en vérité une rafale de questions, l'air de rien, mais qui sont importantes. Ministre, je l'ai été avec honneur et avec fierté, en rappelant toujours que ministre, ça veut d'abord dire serviteur, servir. Aujourd'hui, je suis président de la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer. C'est une responsabilité importante pour animer cette fédération qui rassemble des structures d'entreprise, des entreprises elles-mêmes, pour le développement de ces entreprises, pour le développement des économies outre-mer. Et puis j'ai mon histoire comme tout être humain, mon expérience, peut-être des compétences. J'ai en effet siégé longuement à la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Et bien, ça peut donner quelques outils et quelques méthodes qui peuvent être utiles à la mission qui m'incombe aujourd'hui. Malgré votre caractère, un caractère plutôt vif, et c'est pourquoi j'ai parlé de tranquille tout à l'heure, parce que la FEDOM, on peut dire que c'est une maison de consensus qui a permis, dans des moments difficiles, de sortir de l'ornière, de remporter quelques combats ardus. Alors, quels sont les combats que vous allez porter à la tête de la FEDOM? D'abord, si la FEDOM a remporté des combats ardus, je pense le moment de barémisation du crédit impôt compétitivité emploi, le CICE, c'est que la FEDOM ne devait pas être si endormie que vous le suggéreriez d'une certaine manière. Donc ensuite, est-ce qu'au sein de la FEDOM, il faut rassembler, je l'ai dit, les structures, les entreprises, les territoires? Évidemment, oui. Il est important de rassembler, il est important de mobiliser le terrain et il est important de porter un message clair, une parole claire, des propositions convaincantes auprès des responsables politiques tels que nos concitoyens se les choisissent au moment des élections. Donc ça, c'est le job du président de la FEDOM. Ça demande une capacité à animer un réseau, ça demande aussi une capacité à dire et à repérer quelles sont, à un moment donné, les priorités, les grands engagements, les lignes d'action. Repérer les priorités. Alors, quel diagnostic précis vous portez sur les économies d'outre-mer? Le diagnostic qui ne démontre aucun trait de génie de ma part, c'est que, manifestement, les entreprises et les économies outre-mer mérite d'occuper une place plus importante dans la vie sociale des Outre-mer. Ma devise, en quelque sorte, mon motto, depuis que je suis président de la FEDOM, c'est de dire qu'il n'y a pas d'avenir pour les Outre-mer sans développement des entreprises Outre-mer. Ça, c'est un sujet majeur. La part du produit intérieur brut des collectivités d'Outre-mer, quelle qu'elle soit, venant des entreprises, est au mieux insuffisante et souvent très insuffisante. Et ça tombe bien, c'est justement le job de la FEDOM et le job de son président de pousser au développement des entreprises, faire en sorte que les entreprises aient une plus grande part dans la vie de ces territoires, faire en sorte que ceux qu'elles emploient soient une plus grande part de la main-d'œuvre, faire en sorte aussi de créer des emplois. Le chômage est un problème endémique grave, encore plus grave pour les jeunes dans l'ensemble des Outre-mer. Eh bien, le développement des entreprises, ça peut plutôt faire du bien à un problème gravissime qui est celui de l'emploi. Et de façon concrète, il faut tout changer, il faut rebattre les cartes concrètement. On commence par quoi? Quelles sont vos priorités? La mission du président de la FEDOM n'est pas une mission politique, mais je vous avoue que je n'ai jamais trop chanté qu'il fallait du passé faire table rase. Donc moi, j'ai là-dessus une attitude plutôt modeste, qui est de dire qu'il faut prendre la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a toujours des progrès à accomplir, mais il faut aussi
reconnaître et honorer ceux qui ont porté les entreprises là où elles sont aujourd'hui et ceux qui ont le mérite d'exister. Est-ce que c'est suffisant? La réponse d'évidence, c'est non. Est-ce qu'il y a des progrès à faire? Oui, mais il faut faire attention de ne pas abîmer ce qui a déjà le mérite d'exister. J'aime, comme d'autres, citer Camus, pourvu que le monde ne se défasse. Donc, faire des progrès, oui. Défaire le monde, non. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, on peut aussi le dire comme cela. On peut dire également que nous sommes dans une économie de comptoir, on ne va pas bousculer les choses. Mais je ne suis pas sûr que le concept d'économie de comptoir soit toujours tout à fait exact. Je veux dire plusieurs choses. D'abord, est-ce qu'il y a des transferts importants venant de l'Hexagone? La réponse est oui. Et donc, ça, peut-être, c'est un critère d'une économie de comptoir qui est de constater qu'une part significative du pouvoir d'achat, en vérité, est insufflée par des moyens venant de l'Hexagone. Ce serait mieux qu'il y ait une réalité endogène, plus pulsante des économies. La vérité est là, il y a des dépenses de transfert importantes, des ressources de transfert qui sont importantes. Il y a une deuxième dimension, tout de même. C'est qu'au fond, à une époque, on pouvait dire que le lien avec l'Hexagone faisait que le modèle économique des Outre-mer français était très différent de leur environnement régional. Là-dessus, deux observations. La première, est-ce qu'au fond, on vit mieux aux Antilles qu'en Haïti? La réponse est oui. Il n'y a pas grand monde côté français qui va s'en plaindre. Et en tant que président de la FEDOM, je préfère que le niveau de vie de nos concitoyens antillais soit ce qu'il soit, plutôt que le niveau de vie de nos amis haïtiens. Le deuxième élément, c'est de dire que l'économie monde fait que le développement des échanges, le développement de l'économie, l'évolution des modes de consommation, c'est fait sur toute la planète. Et donc, il y a moins de spécificité, en quelque sorte. Et le comptoir que vous décrivez, il ressemble pas complètement à son environnement régional, parce qu'heureusement, le niveau de vie en Martinique ou en Guadeloupe est supérieur à ce qu'il est en Haïti, mais le mode de vie et beaucoup de dimensions de la vie économique aux Antilles ne sont pas à ce point différents de ce qu'on connaît dans l'Hexagone. Il n'y a pas qu'Haïti, Monsieur le Président, il y a le Costa Rica, il y a le Venezuela, etc. Il y a oui, d'autres exemples. Alors, on va... Il y a tout de même peu de territoires proches de la Caraïbe dont le niveau de vie soit celui de la Guadeloupe et de la Martinique, même si en Guadeloupe et en Martinique, il y a beaucoup trop de chômage, en particulier le chômage des jeunes, même si la vie est chère, et même si beaucoup de difficultés sociales s'y rassemblent aussi, et même si l'économie n'y est pas suffisamment développée. C'est vrai, vous savez que les comparaisons, il faut savoir les faire dans les deux sens. Pardon de vous harceler, on va aller point par point, si je puis dire. Survivance des édits royaux, l'octroi de mer, qu'en faites-vous? L'octroi de mer est... Est-ce qu'il doit évoluer? Est-ce qu'on le maintient en l'état? J'ai compris que c'est une pomme de discorde. Le gouvernement avait mis le sujet sur la table. À la FEDOM, traditionnellement, y compris pour des raisons de consensus que vous avez suggéré tout à l'heure, on est assez prudent sur ce sujet. Mais moi, en tant que modeste président de la FEDOM, je ne maîtrise pas l'ordre du jour. Le gouvernement, et il n'est pas le seul, d'autres acteurs politiques disent qu'il y a un sujet dont il faudrait discuter. Il en est de l'octroi de mer comme d'autres. Les choses peuvent être regardées. Il y a toujours des progrès à accomplir. Je dis simplement dans l'octroi de mer, des progrès sont sans doute possibles. À dire vrai, l'octroi de mer ne se présente pas de la même manière à La Réunion qu'il se présente aux Antilles. Vous savez très bien que les autorités locales à La Réunion ont joué davantage de la possibilité de moduler les taux de sorte à ce qu'il y ait moins de charges fiscales sur les produits de première nécessité. Donc ça, c'est une réalité. À La Réunion, l'octroi de mer touche moins les produits de première nécessité qu'aux Antilles. Derrière l'octroi de mer, il y a une question, et j'aime autant être cash là-dessus, qui est celle de certaines dépenses de certaines collectivités locales. Il y a sûrement, en matière de fonctionnement, un certain nombre d'économies à réaliser, et le représentant que je suis des entreprises ultramarines a le devoir de dire cela. 3, est-ce que l'octroi de mer est le meilleur outil fiscal qui existe jamais ou qui existera jamais sur la planète? Ça n'existe pas, le meilleur outil fiscal qui existera jamais. Donc les choses se regardent. Simplement, avant de casser ce qui existe, il faut avoir une idée raisonnable de la manière dont on atterrit. Donc je viens de vous dire, qu'il y a des progrès possibles à l'intérieur du périmètre octroi de mer, produit de première nécessité, et 2, que s'il y a de meilleurs outils fiscaux, why not, pourquoi pas, en ayant en tête qu'il y a plusieurs enjeux.
celui du financement des collectivités locales, qui n'est pas un enjeu méprisable, pour autant que les dépenses soient un peu tempérées, modérées. 2, la protection de la production locale. Ça, à la FEDOM, nous y tenons absolument. Et les enjeux de vie chère, dont je suis tout à fait conscient. Je suis le ministre de l'Outre-mer qui a mis en place les observatoires des prix. Ça fait partie des décisions réglementaires que j'avais prises à l'époque. Je suis donc très conscient qu'il y a ces enjeux de vie chère. Il y a beaucoup de facteurs, la fiscalité, la surrémunération, différentes dimensions, mais ça fait partie du débat. Allons-y, Monsieur le Président. Au niveau de la surrémunération, vous en faites quoi? La surrémunération, vous avez un problème de poulet neuf, évidemment. Vous avez un problème de vie chère qui peut justifier une surrémunération, et une surrémunération qui est peut-être une des causes de la vie chère. Donc là encore, comment est-ce qu'on dénoyote le sujet? En s'interdisant de jamais poser la question? Je ne le pense pas, parce que chacun sait qu'elle est quelque part dans les têtes. Il y a une structure à la FEDOM qui n'est pas une instance décisionnelle de la FEDOM, mais qui est un lieu de réflexion, comme on dit, un think tank, dont un certain nombre de personnalités ont réfléchi à ce sujet, avec des idées. Est-ce qu'une partie de la surrémunération ne doit pas être affectée à des placements pour favoriser l'investissement dans les entreprises ultramarines, en d'autres termes, en particulier pour ceux des fonctionnaires qui ne sont pas pour toute leur carrière outre-mer, c'est le cas d'une partie d'entre eux. Est-ce qu'on est sur une surrémunération au fil de l'eau, ou est-ce qu'on est sur un coup de chapeau donné par l'employeur, mais en disant « OK, il y a un coup de chapeau, mais il faut le mettre dans l'investissement pour les entreprises ultramarines ». Je ne sais pas si c'est la meilleure réponse, mais je trouve que c'est une idée intéressante. Et tout ça, ça se regarde. Monsieur le Président, autre épine, si je puis dire, les jeunes, la jeunesse, taux d'emploi déplorable, taux de chômage exceptionnel. Quelles sont vos idées là-dessus? Outre-mer 360, nous sommes penchés sur cette affaire et nous allons essayer de donner un petit coup de pouce à certaines initiatives. Quelle est la politique de la FEDOM en matière de politique d'emploi pour la jeunesse? Vous me permettez d'être désagréable. Je trouve que nous sommes entre nous. Le terme épine que vous utilisez n'est pas très heureux. La jeunesse n'est pas une épine. Non, c'est pas le problème. La jeunesse, c'est une réalité, c'est par construction un avenir et c'est un potentiel, avec une situation grave, et là-dessus vous avez totalement raison, qui est une situation de l'emploi absolument catastrophique. Le problème a plusieurs dimensions. D'abord, il faut constater qu'il y a, dans certains cas, des situations d'illettrisme qui sont des situations graves. Je discutais à l'occasion d'une visite il y a quelques semaines à La Réunion avec le patron du régiment du service militaire adapté. Le SMA. Et j'évoquais avec lui une idée que la FEDOM porte depuis un certain temps, qui est celle de l'équivalence éventuelle entre formation SMA et CAP. Il me disait, mais Monsieur le Président, un certain nombre de jeunes que nous recevons sont très loin de ce que peuvent être les requis d'un CAP. On est sur quelque chose qui se situe assez en amont du CAP. Peut-être qu'un jour, ils auront. Mais l'idée qu'il y ait une équivalence qui puisse être trop formalisée, vu la difficulté dans laquelle sont ces jeunes qui arrivent au SMA, on en est très loin. Donc il faut mesurer cette situation extrêmement grave qui veut dire qu'il y a des problèmes. Pour le coup, puisqu'on parle en partie d'illettrisme, ce sont des problèmes qui viennent de l'école elle-même. On se retrouve avec des jeunes qui ont 18 ans, mais en vérité, le mal vient de loin. Donc ça, c'est un sujet tout à fait fondamental. Et à l'autre bout, si j'ose dire, il faut... mais les deux peuvent sans doute être liés, et on doit essayer de le faire en sorte qu'il y ait un avenir, un espoir dans l'évolution de l'économie. Je lisais une discussion récente entre le monde sucrier à La Réunion et l'école d'ingénieurs qui est à La Réunion. Lors de mon déplacement à La Réunion, justement encore, mais c'est aussi un sujet que j'ai évoqué en Guyane quelques semaines après, j'ai souligné combien les économies de petite dimension, qui sont celles des Outre-mer, peuvent être des économies particulièrement intéressées par l'évolution de l'industrie aujourd'hui. Ce qu'on appelle l'industrie du futur, l'industrie 4.0, la capacité de customiser l'outil industriel pour faire en sorte de produire des petites séries. Outre-mer, la demande est circonscrite, parce que la taille du marché n'est pas considérable, en tout cas le marché immédiatement local,
Et donc, la demande n'est pas énorme, et il faut que l'offre soit adaptée. Et quand je discutais avec des industriels de l'emballage plastique ou carton, ben, ils ont souvent jusqu'à présent des machines qui sont des machines qu'on trouve dans l'Hexagone et capables de fournir des tonnages dont on n'a pas besoin quand on est sur un petit marché. L'industrie 4.0, elle doit permettre de répondre à ça. Et donc, vous voyez que je prends le sujet par les deux bouts. Je pense qu'il faut que la FEDOM s'associe aux initiatives. Et si Outre-mer 360 en prend, tant mieux. Et on a envie de travailler avec vous pour aider à l'emploi des jeunes sur tout le spectre. Les jeunes illettrés, et malheureusement, il y en a. Il faut appeler un chat. Oui. Et ça, c'est une épine, véritablement. Et là, vous avez raison. Et par ailleurs, une évolution de l'économie qui peut donner envie aux jeunes de se former, qui leur ouvre des perspectives d'emploi sur place. Il y faut, et c'est un des sujets auxquels la FEDOM est attachée, une certaine stabilité dans les politiques économiques, et qu'en particulier, quand l'État, quand les collectivités locales prennent des directions, déploient un certain nombre de moyens, il n'y ait pas des zigzags, des stop and go, des zigzags, parce que, par exemple, organiser une formation, ça prend du temps, c'est un investissement, il faut que ce soit visible, lisible. Lisible, mais il faut que tout le monde y participe. Par exemple, je prends l'exemple des agences de quartier. Il faut que tout le monde participe à cela, que ce ne soit pas réservé aux techniciens de l'emploi. Et c'est important, selon moi. Et effectivement, nous allons prendre ce nombre d'initiatives là-dessus. Je vous remercie de nous suivre sur cette affaire. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que effectivement, je pense qu'il faut ouvrir les vannes de l'imaginaire, et notamment sur le digital, parce que le digital, compte tenu du fait qu'effectivement nous sommes sur des faisceaux horaires complètement différents, cela permet d'avoir un bassin de l'emploi beaucoup plus disponible. Bien sûr, j'ai évoqué l'industrie 4.0, mais vous avez raison de parler du digital et du jeu lié aux faisceaux horaires, qui est en effet un élément qui a sa pertinence. C'est un point qui a été évoqué, par exemple, lors du déplacement du président de la République auquel j'ai participé l'été dernier en Polynésie française. Oui. Pour revenir à l'emploi des jeunes, la FEDOM, nous sommes une structure modeste, on représente des entreprises, on a aussi vocation à essayer de les mobiliser sur des enjeux importants comme celui-ci. Quand l'État nous a demandé de l'aider à la mobilisation sur l'action un jeune, une solution, eh bien, on a répondu présent. Vous prenez des initiatives, on répondra présent. On souhaite aussi que le paysage institutionnel, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, soit, là encore, simple et lisible. Parfois, la multiplication des acteurs institutionnels, la multiplication des guichets peut rendre les choses un peu compliquées et pas tout à fait assez efficaces. Et dernière remarque, l'emploi des jeunes, ça passe par les entreprises. Pardon, Monsieur le Président, sauf que certaines petites entreprises n'ont ni le temps ni les moyens de tendre la main. Mais il faut trouver des formules simples. On a inventé en France, il y a quelques années, ce qu'a été l'auto-entrepreneur. Oui, C'était parti d'une idée très simple qui, malheureusement, a été un peu compliquée ensuite. Il faut peut-être trouver un dispositif spécifique aux Outre-mer autour de cela. Je sais que certains réfléchissent à ce que peut être l'organisation, au fond, du boulot des jobbers, enfin, autour d'un certain nombre de petits métiers. Tout ça se regarde attentivement, mais il faut que ça fonctionne dans l'économie. Le gouvernement fait son boulot, mais autour de la crise antillaise récente, moi j'ai réagi à un moment quand le ministre a parlé création de nouveaux emplois aidés pour les associations et les collectivités locales. C'est pas méprisable comme proposition, mais c'est pas le cœur du sujet. Des emplois publics Outre-mer, il y en a déjà trop. Je ne peux pas dire les choses de manière plus claire que ça. Oui, l'avenir des Outre-mer, c'est le développement de l'emploi dans les entreprises. Oui. Et c'est à ça qu'on attend aussi l'attention du gouvernement. Est-ce que ça ne permettrait pas, Monsieur le Président, de rebattre les cartes? Parce qu'on a l'impression que les choses sont figées, qu'une certaine partie, je ne dis pas de l'élite, une partie de la population s'est appropriée ou s'approprie la notion de l'économie, et puis on a laissé aux autres le fait de faire de la politique, par exemple. Autrement dit, faites du blabla, parlez beaucoup, et une espèce de... Écoutez, déliquescence. D'abord, je pense que ce que vous décrivez, une espèce de répartition des fonctions, aux uns l'économie, aux autres la politique, c'est pas tout à fait vrai
selon les territoires, c'est un peu vrai. Selon les territoires et selon les départements. C'est pas tout à fait vrai dans l'histoire. Si je peux vous raconter une anecdote personnelle, c'est qu'un des ancêtres de mon épouse a été le premier député de la Guadeloupe. Et voilà, il n'y avait pas de répartition à l'époque. C'est une anecdote personnelle très ancienne. Oui. C'était au moment des États généraux. Absolument. Mais on n'était pas dans une idée de répartition de cette nature. Je ferme l'anecdote personnelle et familiale. Plus sérieusement, peut-être que ce que vous dites a une part de vérité. Mais le monde, il est aussi fait pour bouger. Vous avez parlé du numérique. Il y a des start-upers de toute origine dans l'ensemble des collectivités d'outre-mer qui ont envie de s'emparer de ces possibilités de développement économique. Et il y a en effet, on l'évoque souvent, vous le dites à demi-mot là, des grands groupes historiques, traditionnels, anciens, puissants. Tout ça est vrai. Mais ces groupes eux-mêmes, ils ne sont pas complètement idiots. Ils s'interrogent sur leur avenir. Ils s'interrogent sur leur marché. Ils s'interrogent sur la solvabilité, l'évolution de leur marché. Donc le monde avance et le job du président de la FEDOM, c'est de faire en sorte que tout ce monde puisse avancer. Vous êtes enraciné, vous venez de le rappeler, mais de façon familiale, vous êtes enraciné dans les Outre-mer. Ça ne vous fait pas peur, ces éruptions permanentes tous les 10 ans, tous les 20 ans, éruptions en Guadeloupe, éruption à la Martinique, crispation en Guyane, crispation de façon régulière à Mayotte, et puis océan d'incertitude en Nouvelle-Calédonie. Vous revenez de Polynésie, vous avez accompagné le président de la République. Tout cela, ce tohu-bohu, ces vagues successives ne vous effraient pas? Bon, d'abord, il y a la vie, il y a la démocratie, il y a le mouvement social. Vous êtes un surfeur? Pas vraiment, mais voilà. Mais est-ce que certaines expressions de la vie du mouvement social m'inquiètent? La réponse est oui, de différentes manières. Les événements qui se sont produits en Guadeloupe en particulier, à certains égards aussi en Martinique, ça n'aide pas l'économie locale. Or, je vous le dis, ma conviction intime, c'était déjà ma conviction avant d'être président de la FEDOM, c'est qu'il n'y a pas d'avenir pour les Outre-mer sans développement des entreprises. Donc, en vérité, ces mouvements, ils ne font pas avancer, ils font reculer. Deuxième inquiétude, qui est, s'il s'agit, toujours dans le domaine économique, mais de manière plus directe, d'attirer des touristes pour la prochaine saison touristique, en se disant, voilà, c'est une belle destination. Par ailleurs, on est en France, avec une certaine sécurité sanitaire. Tout ce qu'on a entendu, tout ce qui a été débattu, ne fait pas vraiment la promotion des Outre-mer. Troisième point, moi je suis un citoyen très attaché à cette cohésion des Outre-mer et de la République, et des Outre-mer dans la République. Mais je ne suis pas inconscient de ce qu'un certain nombre de nos concitoyens ont une relation beaucoup plus distante avec les Outre-mer. Et il faut faire gaffe à ça, parce que je pense que c'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt des Outre-mer dans la France, l'intérêt de la France avec les Outre-mer, de faire en sorte que nous vivions ensemble. Et cette vie ensemble, elle passe par le développement des entreprises. Est-ce que le modèle, ne vous fâchez pas, est-ce que le modèle de rattrapage qui prévaut depuis 70 ans Outre-mer est le bon? Mais c'est plus le sujet. Il y a eu du rattrapage social, mais c'est plus le sujet. Mais c'est plus le sujet. C'est encore le sujet à certains égards à Mayotte. Oui. Mais quand on regarde sur les autres départements d'outre-mer, le rattrapage, il est réalisé. Donc à un moment, il faut sortir, à la fois assumer... Et casser le modèle occidental? Non. Assumer le rattrapage tel qu'il est et passer à l'étape création de richesse. Voilà. Donc que ce rattrapage dans la République, en termes de protection sociale, par exemple, il était nécessaire, souhaitable et en bonne part accompli. Ça peut être un poids, ça doit être une richesse. Donc moi, je souhaite que ce soit un acquis et pas un poids, et je souhaite que ce soit une richesse. Mais ça ne sera pas une richesse en claquant des doigts, ça sera une richesse en se levant tôt le matin et en faisant en sorte de développer les entreprises avec des idées. On a parlé de numérique, on a parlé d'industrie 4.0, avec aussi un climat. Quand vous m'avez interrogé sur les mouvements sociaux de ces derniers mois, c'est un problème de climat
négatif pour l'avenir des entreprises. Oui, mais est-ce que cette forme de modèle occidental ne gomme pas une espèce de réflexion sur l'appropriation des réalités locales? Mais les réalités locales, je reviens à ça, vous savez, c'est comme quand les gens demandent un salaire minimum unique en Europe. Est-ce qu'on a envie que les Français s'alignent sur les Roumains? La réponse est non. Donc est-ce que le modèle local, régional, c'est de faire en sorte que le niveau de vie en Martinique ou en Guadeloupe soit aligné sur celui d'Haïti? La réponse est non. Donc je crois qu'il y a une réalité, il y a une histoire qui sont des éléments importants. Ça ne nie pas une inscription régionale, mais cette inscription régionale, il faut la voir de manière large. La question de la coopération régionale, oui. Je m'adresse aux Outre-mer depuis longtemps, oui. J'en entends parler depuis longtemps. Je trouve qu'il y a un vrai progrès. Elle est plutôt timide. Oui, monsieur, mais il y a un vrai progrès qui se fait là-dessus. C'est plutôt qu'aujourd'hui de regarder pile le territoire d'à côté, sur lequel il n'y a juste pas de sujet en termes de comparaison de modèle économique et de compétitivité. Le Suriname, par exemple. Ça ne marche pas. Oui. Ce n'est pas en comparant la Guyane au Suriname que vous allez pouvoir développer l'économie guyanaise. Eh bien, on regarde plus loin. Et c'est important. À Mayotte, le sujet, ce n'est pas de se comparer aux Comores. Enfin, quelque part, les Mahorais ont voté à plusieurs reprises et les Comoriens, eux, ils votent avec leurs pieds. Mais c'est de regarder les marchés qui peuvent être développés, l'inscription économique que Mayotte peut prendre dans le développement économique du Mozambique, autour des projets énergétiques au Mozambique, par exemple. Et notamment des data. Je constate qu'à La Réunion, on regarde aussi un peu plus loin. Même chose sur l'ensemble des territoires. Lors du déplacement du président de la République en Polynésie, le sujet, ce n'est pas Fidji. Le sujet, c'est le Pacifique globalement. Ce qui fait quand même, vous prenez l'exemple de la Polynésie, où il y a quand même des investisseurs étrangers qui viennent et qui mettent... Oui, voilà. Pas n'importe quoi d'ailleurs, et pas n'importe comment. Le président de la République, à juste titre, a alerté nos amis polynésiens contre des investissements chinois qui pouvaient être un peu trop entreprenants politiquement et stratégiquement. Il a eu raison de le faire. Reprenons quelque chose qui fâche, la parole de l'État. Oui. La parole de l'État, on s'est aperçu, notamment aux Antilles, qu'elle était un petit peu, je ne dis pas décrédibilisée, mais quelquefois secouée. Un exemple, l'épisode malheureux de la renégociation forcée des contrats portant sur les tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque a montré à quel point le manquement à la parole de l'État est criant et que ça peut provoquer des désordres incommensurables. Je suis d'accord avec vous à 100%. C'est un sujet qui impacte en particulier les Antilles et la Réunion, oui. Avec à un moment l'État qui a déchiré sa parole. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. La FEDOM est intervenue et avec succès pour trouver un certain nombre d'amodiations. Mais ce qui est vrai, c'est que étape 1, l'État fait de mauvaises projections. Ah oui, c'est pas malin. Étape 2, l'État constate que ça lui coûte trop cher. Étape 3, l'État, parce que c'est l'État, se donne le droit de ne pas respecter sa parole. Étape 4, la FEDOM, avec d'autres, on négocie pour limiter les dégâts et faire en sorte que ce tissu économique important, le développement des énergies renouvelables, le photovoltaïque en l'occurrence outre-mer, ne soit pas complètement abîmé. Oui, nous avons besoin d'une parole d'État plus solide. Le mal vient de loin, là encore, et sur ce sujet-là. Manifestement, une imprévision de la part de l'État en amont, et la solution qui a été trouvée n'était pas satisfaisante, même si la FEDOM peut revendiquer d'avoir aidé à limiter les dégâts. Mais les dégâts sont là, et on a parlé d'énergie renouvelable, il ne faudrait pas que ça casse une dynamique qui a toute sa place. C'est vrai aux Antilles, c'est vrai à La Réunion, c'est vrai en Guyane, c'est vrai dans le Pacifique, c'est vrai partout, de développement des énergies renouvelables. On a un enjeu... L'outre-mer, on souligne souvent la qualité de son environnement, de sa biodiversité, la transition écologique et énergétique outre-mer, elle a toute sa place. Ce sont souvent des systèmes énergétiques aujourd'hui très dépendants d'énergie carbonée, hydrocarbures, encore aujourd'hui centrales au charbon. Tout ça peut évoluer rapidement, mais il faut que l'environnement public et étatique soit satisfaisant. À la FEDOM, on y travaille.
Monsieur le Président, pour presque terminer, revenons aux entreprises. Une très grande majorité des 150 000 entreprises ultramarines ont moins de 10 salariés, dont beaucoup 0 salariés. Alors, est-ce que la FEDOM les représente toutes? C'est notre ambition et on essaye de le faire. La FEDOM a des membres fondateurs, au rang desquels en particulier les MEDEF des départements d'outre-mer, historiquement. Mais nous avons aussi d'autres membres, la CPME, les fédérations sectorielles, les chambres de commerce sont membres de la FEDOM et tous ceux que vous décrivez se trouvent représentés par ces structures. Et la réalité que vous décrivez, qui est celle de beaucoup d'entreprises de toute petite dimension, nous en sommes... Presque des jobbers, nous en sommes tout à salariés. fait conscients, oui, mais ça fait partie de l'estime qu'on doit au développement des économies outre-mer, où il faut à la fois encourager le tissu existant, il faut faire en sorte que les toutes petites structures puissent trouver leur place, y compris dans des formules adaptées, et il faut probablement de l'imagination pour cela. Je pense que ça peut être un des sujets du prochain mandat présidentiel et législatif. Il faut aussi encourager des structurations de filières autour d'acteurs d'une certaine dimension, que des entreprises nationales ou internationales soient présentes dans les Outre-mer, que ce soit dans le domaine touristique, que ce soit dans le domaine énergétique, on en parlait, dans d'autres, c'est aussi très précieux. Méridiam, par exemple, joue ce rôle. Mais c'est très précieux qu'un fonds d'investissement comme Méridiam s'intéresse aux Outre-mer et soit acteur aujourd'hui d'un très beau projet, en particulier dans le domaine de l'énergie hydrogène en Guyane, pour prendre cet exemple. Est-ce que pour conclure, on peut dire, vous êtes le président de la Fédération des MEDEF des Outre-mer, alors quelles sont les pistes que vous estimez nécessaires pour mettre en œuvre, pour renouveler, restructurer, un petit peu bouleverser, rebattre les cartes des économies d'outre-mer? Mais je vous le redis, d'abord je suis très fier et très heureux que les MEDEF soient membres et membres fondateurs de la FEDOM. Et la FEDOM, c'est aussi d'autres structures patronales. J'ai évoqué les chambres de commerce, ce sont des chambres de commerce et d'industrie, ce sont aussi parfois des entreprises qui adhèrent directement à la FEDOM. C'est souvent des fédérations professionnelles aussi, comme les fédérations de BTP, qui sont membres de la FEDOM, mais on peut prendre d'autres acteurs dans le domaine du tourisme, d'autres filières professionnelles. Ensuite, moi, ma mission, elle n'est pas de faire la révolution. S'il fallait faire la révolution, je pense qu'on aurait fait appel à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas un conservateur, quand même. Vous bougez les lignes, vous êtes ingénieur des mines, vous êtes quand même mon sujet, celui qui secoue. C'est de faire avancer les choses. Oui. Voilà. Donc, ma mission, elle est assez simple, et mon éthique, c'est de faire en sorte que demain, les choses soient mieux qu'hier. Et ça, en soi, c'est du boulot, en particulier quand on est dans le contexte d'une crise sanitaire, de crise sociale, comme actuellement. Eh bien, on l'a évoqué, c'est à la fois les discussions, par exemple, autour de la crise sanitaire qu'on a eues pour toutes les mesures de soutien qu'il fallait adapter aux Outre-mer qui n'étaient pas assez adaptées. C'est faire en sorte que l'adaptation souvent revendiquée se fasse réellement et que toute la liberté que peuvent avoir dès aujourd'hui, y compris les acteurs publics, soit mise à profit, ce qui n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. C'est revendiquer, bien sûr, mais c'est aussi porter un message positif. Si on veut que les économies d'outre-mer avancent, il ne faut pas qu'on soit un cœur de pleureuse, il ne faut pas qu'on passe notre temps à dire « ça ne va pas », il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi des atouts. On a évoqué la biodiversité, on a évoqué la richesse environnementale, on a évoqué l'industrie 4.0, on a évoqué le digital. Le numérique, donner un coup de pouce au numérique. Oui. Alors, pour terminer, Monsieur le Président, on va parler effectivement de... On est en période d'élection ou pas? Ah, je crois, oui. Il y a bientôt des élections présidentielles et législatives ensuite. Initiative de la FEDOM là-dessus? Oui, bien sûr. Nous allons interroger les différents candidats à l'élection présidentielle. D'ores et déjà, avant Noël, nous avons adressé un questionnaire aux candidats. C'était combien? Nous préparons, nous avons envoyé large à beaucoup de gens qui s'étaient manifestés comme candidats potentiels. Nous verrons ensuite ceux qui seront ou non définitivement candidats. En tout cas, le questionnaire a été adressé. Nous préparons avec les candidats des auditions de ces candidats et nous formulerons des propositions de la FEDOM. L'élection présidentielle, c'est évidemment un moment majeur dans la vie démocratique du pays où les candidats à l'élection présidentielle doivent démontrer, pas simplement témoigner, mais démontrer de leur intérêt aux Outre-mer
pas simplement sur le thème « je vous aime », ça se prend, hein, quand on dit « je vous aime », c'est agréable à entendre, mais concrètement, ça veut dire quoi? Sur un sujet majeur, c'est pas le seul, mais c'est un sujet majeur qui est celui du développement économique et de son impact social, de l'avenir des entreprises, avec des choses concrètes, les présidentielles et ensuite aussi les législatives. Il faudra que les députés de demain soient aussi à l'œuvre pour défendre les enjeux des entreprises des Outre-mer. Est-ce que vous allez demander aux députés de demain d'avoir une fibre économique aussi? Bien sûr. Ce qui manque un tout petit peu. Les députés, je les respecte en tant qu'ils sont élus par les citoyens. J'ai été député. Mais bien sûr, nous devons, et la FEDOM doit travailler encore plus là-dessus, mobiliser les parlementaires sur les enjeux économiques. Nous le faisons. Nous travaillons beaucoup sur les amendements à l'occasion des débats budgétaires. Il faut que ce soit un travail tout au long de l'année. Et je vais ajouter une chose, sensibiliser non seulement les parlementaires ultramarins, mais aussi d'autres parlementaires qui peuvent et doivent aussi s'intéresser aux enjeux économiques des Outre-mer. De façon à ce que le maillage soit complet, est-ce que je peux vous souhaiter que nous participions justement à une sorte de grand jury devant lequel on pourra faire passer les candidats putatifs à l'élection présidentielle? Bien volontiers, parce que il faut que ces candidats, je l'ai dit tout à l'heure, démontrent leur engagement pour le progrès économique, le progrès des entreprises. C'est mon job en tant que président de la FEDOM, le progrès des entreprises outre-mer, mais si c'est un job que j'engage avec beaucoup de plaisir, c'est parce que je crois qu'il est... Détermination. Oui, parce que je crois qu'il est important et heureux. Merci, Monsieur le Président. Merci. Vraiment merci. Merci à vous. Bonsoir.